production, quand ça ne vient pas de Hollande, puisqu'on a vu qu'il y avait des œufs hollandais bio qui avaient bénéficié du traitement au fipronil, enfin les élevages avaient été traités avec du fipronil, mais c'est quand même la seule production où on a un contrôle tous les ans dans toutes les fermes du respect du cahier des charges. Il peut y avoir des choses qui passent à travers, mais c'est quand même extrêmement contrôlé, extrêmement fiable, en tout cas en France. Donc tout ça, ce sont des critères qui peuvent être vécus comme contraignants, mais la réflexion cahier des charges, cahier des chances, c'est quand même quelque chose qui a du sens. Donc, le comté produit de luxe, eh ben, j'ai répondu à travers cette histoire du fromage basque qui se vend, parce que je crois que du comté, quand on le trouve, je vais dire encore une bêtise, mais à 20 euros, c'est déjà combien ? Oui, on en trouve à 13, mais chez un producteur. Je pense qu'en grande surface ou sur un marché, tu vas le trouver un peu plus. 13 ? Donc vous voyez la notion de produit de luxe, elle est variable. Ça peut être cher pour certains, mais quand on voit ce qu'ils ont. Je produis du lait dans le département de l'Ain, donc qui produit aussi pour une petite partie du comté. On est toujours sidérés. Nous, on travaille avec Savencia, qui est bon grain. Et on est payé, on va dire, autour de 300 € les 1000 litres. Nos collègues de l'Ain qui font du comté sont payés jusqu'à 500 € les 1000 litres. Et dans le commerce, on a du comté qui va de 11 € à 17 €. Et nous, nos fromages, ils sont dans ces prix-là. C'est tout. Donc c'est aussi des fromages de luxe alors ? Je ne crois pas. Il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est aussi une erreur de croire que le comté est un produit de luxe. Oui, si vous voulez un affinage particulier, oui. Mais beaucoup de familles peuvent avoir... Si vous regardez le lait d'amer, qui est le produit phare des Hollandais, eh ben, dans beaucoup de magasins chez nous, il est à 12 € du kilo. Hein. Il est à 12 €, hein, voire plus. Donc, je veux dire, c'est pas... la notion de prix, elle est toute relative. Hein. Vous avez des produits industriels sans aucun cahier des charges, sans aucune spécificité, qui sont au même prix que des produits avec des cahiers des charges où les producteurs sont payés plus cher, liés à l'organisation, à la transparence. Voilà. Mais c'est une erreur de croire que le comté est un produit de luxe. C'est pas vrai. Patrick Baron, il a beaucoup été question du comté. J'ai l'impression que notre débat, il prend tout doucement une autre notion en compte, au-delà de la compétitivité. C'est la montée en gamme, c'est la valeur du produit, c'est la qualité du produit. Et pour exemple, moi je suis de Loire-Atlantique, je ne suis pas producteur de la matière, mais c'est le sel de Guérande. Où effectivement, cette production-là a failli disparaître du Marais. Ils se sont mobilisés, ils ont mis en valeur, ils ont eu un cahier des charges, ils ont communiqué autour du produit, et on arrive à un moment où ce produit-là devient un produit d'appel que toute structure de commercialisation doit avoir. On avait l'exemple de la Cronenbourg, qui est pour une qualité exceptionnelle, sur lequel les grandes surfaces font aucun bénéfice, mais ils se doivent d'avoir de la Cronenbourg dans le rayon. Et là, l'autre jour, j'étais avec un producteur où ils sont en limite de production par rapport à la demande. Et Lidl a demandé à avoir dans ses rayons du sel de Guérande. Et ils se sont dit, nous, ça va déstabiliser notre système économique, donc on ne va pas leur en fournir. Et pour être sûr de ne pas leur en fournir, on va leur proposer un contrat à 3 fois le prix qu'on pratique habituellement. Et Banco, Lidl a dit, on prend. Donc je crois qu'on aussi à la conf, on parle quand même beaucoup dans notre communication de la qualité du produit, de la montée en puissance, en qualité, des cahiers des charges. Alors on s'éloigne sans doute de la compétitivité, mais derrière le mot compétitivité, il y a quand même toute la notion de la vivabilité de notre production. Voilà. D'autres questions ?
Moi, je veux bien poser une question sur, du coup, prendre l'exemple du comté sur la compétitivité. Ça m'interroge dans le sens où il n'y a pas de compétition sur le comté. Enfin, je veux dire, c'est une marque et c'est une AOC, donc il n'y a pas de compétition sur le comté. Donc c'est pas la transparence dans la chaîne de valeur qui a affranchi les autochtones de l'Est de la compétition. C'est juste, ce sont les seuls à produire du comté. Donc, ou alors vous proposez de faire un monde de marques, mais sur les fruits et légumes, ça marche pas. Enfin, il y a eu des tentatives sur l'abricot ou ce genre de choses, mais c'est là où, du coup, c'est un débat. Mais moi, oui, mais en pomme, il y a quand même une compétition avec la Pologne, par exemple. Donc, je sais pas comment ils s'en sortent, la Pink Lady, mais ils sont pas les seuls à produire de la pomme. C'est là où ça m'interroge sur en quoi c'est une réponse à la question de la compétitivité sur des produits de consommation non transformés ou qui sont pas dans des AOC parce que personne peut envoyer du comté en France. Donc il y a de l'emmental. Mais c'est vachement moins bon. C'est un produit culturel, quoi, en soi, le comté. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Le comté a su construire une image, toute une série d'éléments qui en font un segment à part dans le marché, de la même manière que d'une certaine façon que la pomme Pink Lady. Quand tu achètes une pomme Pink Lady, tu n'achètes pas qu'une pomme du point de vue de ceux qui la mettent dans le commerce. Tu achètes la croyance que ta compagne va être plus amoureuse de toi lorsque tu leur as offert une pomme Pink Lady, puisqu'ils la sortent au moment de la Saint-Valentin. Bref, il y a tout un décorum qui fait que la pomme Pink Lady, c'est plus qu'une pomme. Parlons de compétition quand il y a compétition, c'est-à-dire pas d'un segment à l'autre du marché. Je voudrais sortir un peu de la question-réponse sur le comté. Donc c'est vrai que c'est un bon exemple. Mais quelle proposition, quelle réponse on peut faire aujourd'hui à tous les producteurs de lait français et européens de lait de vache de grande consommation? Donc là, actuellement, on n'a aucune réponse. L'exemple du comté, il existe dans les fruits. La clémentine corse se vend très bien. Il y a un produit, un terroir. Il y a un produit à partir duquel on peut raconter une histoire. On sait dire d'où il vient. Ce n'est pas un produit indifférencié. Le problème, c'était l'enjeu des coopératives. À un moment donné, les coopératives se sont créées pour transformer, être le prolongement des fermes pour vendre les produits locaux sur un territoire. Sauf qu'aujourd'hui, les coopératives sont très souvent très grandes et ne peuvent plus faire ça. Mais à chaque fois qu'on vend un produit identifié, par rapport à son histoire, à son terroir, à la façon dont on le produit, on sait le valoriser mieux. Ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est une pratique qui avance. C'est pas... donc l'histoire de l'osso irati, il est parti de rien, ça n'existait pas, mais des gens ont créé un produit avec un cahier des charges et aujourd'hui c'est un produit qui a une réputation au moins nationale, au point qu'il y a des ersatz, des produits qui le copient en faisant référence à l'image basque mais qui ne peuvent pas s'identifier au osso irati parce qu'ils ne respectent pas le cahier des charges. Mais tout ça, c'est quelque chose qui se multiplie. Alors, quel modèle on peut donner à tous les producteurs de lait ? Paul, tout à l'heure, disait que les systèmes herbagers qui produisent moins par unité de travail génèrent plus de revenus. Alors, déjà, il faudrait déjà que ça soit su et qu'on arrête d'augmenter les volumes par travailleur tout en s'endettant, tout en ayant des coûts d'alimentation de plus en plus chers. En viticulture, en produisant moins, on vend mieux et on a plus de valeur ajoutée. En comté, c'est du jour où on a réduit la production, on a maîtrisé l'augmentation des volumes de production qu'on a plus
vendus de comté. Ça augmente régulièrement depuis qu'on maîtrise cette augmentation. Ça donne des pistes. En lait de vache, il faut arrêter de produire des volumes. Il faut produire du lait identifié. Dans le département de la Vienne, il y avait le porte-parole de la Confédération paysanne qui s'appelle Bruno Joly, je ne sais pas s'il est là ou s'il va venir, peut-être, c'est pas sûr, qui produisait du lait, il le vendait à Eurial Poitou-Rennes, et puis il y a quelques années, quand il s'est installé sur la ferme familiale, il n'y avait pratiquement pas de pâturage, et l'idée c'était de produire du lait de façon relativement intensive, classique pour l'époque. Puis un jour, il a commencé à faire du pâturage. Et puis un jour, il a dit, je vais passer en bio. Et dans la foulée, il a fait de la transformation. Ces produits, il ne les maîtrise pas. Il avait prévu une installation de transformation qui devait augmenter en, je crois, 5 ans ou 7 ans son volume de production. En 3 ans, il était au maximum. Parce qu'il y a eu une demande. Mais son produit, les gens peuvent venir. Il fait 2 fermes ouvertes par an, je crois. Les gens savent que ces produits ici peuvent visiter la ferme. Il y a une histoire derrière son produit. Le Pré Joly, bon, il s'appelle Bruno Joly, il a utilisé ça sonne bien en plus. Le Pré Joly, c'est aujourd'hui devenu une marque et ça a pourtant 6 ans, 7 ans d'existence. Mais c'est connu sur un périmètre, sur un territoire de 50 km, 100 km peut-être de diamètre. Mais ce produit-là, il est valorisé parce qu'il est identifié, parce qu'il y a un cahier des charges bio et puis il y a un savoir-faire et puis que les gens peuvent le vérifier, peuvent avoir confiance. Ça peut se faire à toutes sortes de dimensions. Par contre, à l'échelle des grandes productions de Bretagne, ça va prendre un peu de temps, mais c'est inéluctable. En porc, il y a quelques exemples. Il y en a un en Deux-Sèvres, il y en a un en Alsace. Il s'appelle, j'ai oublié son prénom, Schweizer en Alsace et Schuck en Deux-Sèvres. Des producteurs de porc qui faisaient du porc classique à un moment donné. Ils ont décidé de faire du porc sur paille, élevé en plein naissage en plein air et élevé sur paille. Puis ils sont même passés en bio, je crois, les deux. Et ils font de la transformation. Et aujourd'hui, ils ont même des magasins, ils ont fait de la charcuterie pour valoriser. Mais ils ont fait des marques, l'un comme l'autre. Ils ont des marques. Et ils vendent sur un périmètre. Et Schweizer, que j'ai entendu, dit, de toute façon, le système d'élevage de porc que l'on connaît aujourd'hui, il est mort. Alors il est mort dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais il est mort parce que ça ne répond plus à la préoccupation de la population. Il y a un débat qui change autour du bien-être animal, autour de la qualité des produits, autour de la santé, autour de la consommation de viande. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte et c'est inéluctable. Ça va faire changer le système. Et il vaut mieux l'anticiper que de le subir. Une contrainte anticipée devient un argument de vente. Une contrainte subie devient juste un coût supplémentaire. Oui. On ne parle pas d'un outil essentiel qui appartient aux producteurs, qui est la maîtrise des coûts de la production. Pourquoi dans les AOC ça marche, les AOC qui marchent, les AOC où il y a une maîtrise de la production. Les éleveurs laitiers avaient un outil qui s'appelait les quotas, ils l'ont abandonné. Et depuis qu'ils l'ont abandonné, le marché s'est effondré. C'était prévu d'avance. Un des outils importants que la Confédération paysanne ne peut pas oublier, c'est les outils de maîtrise de la production. Jacques, ce que tu viens de dire, ce serait peut-être, c'est marrant, c'est le débat d'avant, mais c'est une approche très libérale, ton discours. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que tu as décrit, c'est des initiatives individuelles par rapport à une demande et à un mouvement de mangeurs qui veulent manger autre chose. Mais on ne peut pas changer. Et ta réponse, elle est libérale dans ton discours. Je suis un peu provocatrice. Mais dans le sens où ce serait à Tartampion d'Alsace qui fait du super jambon et que c'est comme ça qu'on va changer le truc. Non, c'est pas possible. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on a un deuxième pilier de la PAC pour pouvoir faire évoluer les pratiques et changer les patacoufa, etc. Mais pourquoi je parlais des rapports de force tout à l'heure? Si on a encore du comté aujourd'hui, peut-être pas parfait tout le temps, il est parti. Si on a encore du comté aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des paysans, à un moment donné, ils se sont défendus pour gagner leur gagne-pain.
Et pourquoi je parlais de l'équilibre des rapports de force? C'est qu'aujourd'hui, dans la filière laitière, si on veut sortir du tunnel, c'est marrant parce qu'on pourrait faire des jeux de mots, si on veut sortir du tunnel, c'est bien trouver un rééquilibrage des rapports de force au sein de la filière. Et aujourd'hui, c'est compliqué puisqu'on a, un phénomène d'oligarchie où les producteurs sont faibles par rapport à ce phénomène d'oligarchie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a un acteur économique qui est faible dans la lutte des classes historiques? On invente du droit, on fait du droit. Et pour faire du droit, il faut des lois et pour rééquilibrer les rapports de force. Ça veut dire des prix minimums. On ne peut plus parler de maîtrise aujourd'hui à cause du traité européen. Donc il faut peut-être trouver autre chose. Oui, parce que c'est anti-libre-échange. Et du coup, il faut créer du droit. Alors après, et des outils économiques, tunnel de prix, on ne va pas rentrer dans la technique, mais voilà. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que je viens de Belgique et je participe à l'Observatoire du marché du lait et je représente la Via Campesina. Donc je pense qu'il y a des choses je pense qu'il y a des arguments qu'il faut défendre même à ce niveau-là. C'est-à-dire que les quotas laitiers sont supprimés, mais on ne passera pas à une rémunération juste et sur le long terme sans une maîtrise des volumes. Et je pense qu'il y a des actions à mener à la ferme, transformer oui, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le comté n'est pas reproductible partout. Je pense que on peut s'en inspirer. Mais je pense qu'il y a des combats aussi au niveau européen qui doivent être continués et revendiquer la maîtrise des volumes. Je pense que sans cela, on ne permettra pas à des producteurs de se rémunérer. Et je pense que, pour recentrer un peu le débat, je pense que c'est très important de dire que l'agriculteur doit avant tout nourrir les gens et ne pas fabriquer un minerai qui sert les multinationales de s'enrichir. Je pense que ça, c'est une ligne aussi importante à travailler à tous les niveaux. Merci. Non, moi, je voulais juste dire qu'il me semble que depuis le début du débat, on n'a pas beaucoup parlé des marchés de niche, parce que le comté, tout ça, pour moi, c'est des marchés de niche. Et est-ce que les marchés de niche vont sauver la majorité des agriculteurs français? Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'on a tenu un débat sur le sujet juste avant. Ouais, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Ah, d'accord. Oui, mais effectivement, voilà, c'est des questionnements qui traversent la conf fortement, régulièrement. Il y a l'illusion que certains modes de production sont en soi rémunérateurs. C'est pas vrai. En l'occurrence, qu'est-ce qui fait la rentabilité? Le fait qu'une production soit rémunératrice, c'est le gap entre un coût de production et un prix de vente du côté de l'offre en relation avec une demande et le rapport de force qui se crée. Il y a pas, on ne peut pas dire, par exemple, l'agriculture paysanne est rentable. Ça n'a pas de sens. En soi, une rentabilité, c'est toujours la relation, c'est une relation dans une situation particulière. Et effectivement, on pourrait être tenté de penser, quand on ne veut pas voir les effets de système, que tel type de production, tel mode de production, ou bien la montée en gamme, sont rémunératrices en soi. Non, ce qui fait qu'un produit de qualité gustative supérieure est rémunérateur, c'est qu'il trouve en face de lui une demande solvable qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'ensemble de la société. D'autant qu'en plus de la qualité gustative, il y a la façon dont l'alimentation redevient un marqueur social et un outil de distinction pour un certain nombre pour les catégories supérieures de la population. Michel. Je veux pas revenir. Oui, ça marche. Je veux pas revenir sur le comté,
parce que j'en suis issu, mais il ne faut pas oublier que le comté a été 50 ans de construction du système et que c'est un exemple parce que les paysans du comté n'ont pas été dépossédés de leurs outils. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, pour faire une deuxième remarque, c'est que je pense que si on parle de la productivité, la Confédération paysanne doit absolument s'intéresser à autre chose, c'est la productivité des machines. Et que ce qu'il faut dire, c'est que, y compris dans le comté, le comté a formidablement réussi parce qu'il a imposé à l'intérieur des fruitières une centaine de règles, interdiction de faire les 3 et 8, des cuves de tel machin, etc. Et qu'il y a une pression colossale à la modernisation et à l'automatisation malgré tout. Mais dans les fermes, il a échoué parce que cette question n'est pas posée et c'est une question qui est interdite de la poser. C'est à peu près poser la question de la limitation de la technique, c'est à peu près comme attaquer la religion il y a 500 ans. C'est-à-dire, c'est le bûcher. Si vous posez cette question, ça ne peut plus marcher. Et ce qui se passe c'est quoi la productivité? C'est que, par exemple, aujourd'hui, vous prenez, que ce soit en comté ou n'importe où, vous prenez un père et un fils qui sont en GAEC avec une ferme convenable. La suite, c'est quoi? Dans 80% des cas, c'est que le matériel va permettre, avec les aides de l'État, les incitations de l'État et l'idéologie du capitalisme et de la technique, que le fils puisse faire tout seul. Et que ça, si on ne pose pas ça à la Confédération comme problème central, eh bien, on ne sera toujours à côté de la plaque. Je vous fais remarquer en tout ce qui a été dit, c'est que les exemples qui ont été cités avec de prise de position, que ce soit des effets de niche ou pas, parce que le comté, ce n'est pas un effet de niche, c'est un effet sur tout un territoire. Et il faut que vous compreniez que si le comté il a été comme il a été fait, c'est parce que si vous vouliez être élu député, sénateur ou conseiller général et que vous vous opposiez au fait que les paysans du comté aient le droit de s'auto-organiser, vous n'étiez pas élu. Ce n'était pas possible d'être élu. Et c'est pour ça qu'est remonté jusqu'à Paris le droit d'avoir un cahier des charges. Aujourd'hui, le merdier avec le capitalisme, c'est qu'il est interdit de s'auto-organiser. Il est interdit de s'auto-organiser. Et tous les exemples qui ont été cités, c'est des exemples qui n'ont pas trait à l'industriel. Parce que quand on en est à l'industriel, on en est au niveau des systèmes, et l'homme, là, il ne pèse plus rien. Et c'est vrai que dans le comté, tous les mois, on sait combien les affineurs doivent déclarer les sommes auxquelles ils ont vendu le comté. Vous vous rendez compte du pouvoir des paysans? Alors soyons pas à côté de la plaque là-dessus. Je veux dire qu'il nous faudra au moins 50 ans pour remonter à ça. Mais il faut que l'analyse politique et l'analyse sur la technique, qu'on reparle des LUL, qu'on reparle de tout ce bordel, pour dire, il faut qu'on dise, mais pourquoi n'a-t-on pas? Moi, je dis dans le comté depuis 20 ans, on aurait limité la puissance des tracteurs à 50 chevaux, on aurait réglé plein de problèmes. Parce qu'on aurait vu que, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'au fur et à mesure que la puissance du pétrole, la puissance de la technique augmente, la sagesse de l'homme diminue. Et le comté, il s'est fait avec la sagesse des hommes. On va arrêter là, on n'a plus de temps, on dira que c'était le... Juste un mot, on était là pour parler de l'agriculture paysanne est-elle compétitive? On n'a pas reparlé de la définition de l'agriculture paysanne. Donc je crois que vous trouverez sur ce site et peut-être sur la tente, la salle des victoires des 30 ans, des documents qui présentent les principes et les objectifs de l'agriculture paysanne. On a une petite proposition de la part de la salle. Bonjour, moi je ne suis pas agriculteur, je suis militant écolo depuis de longue date. On a participé notamment au lancement des AMAP et c'est au cours de la première AMAP de Clermont-Ferrand qu'on a pensé faire une chose qui concerne tout à fait la filière laitière. C'est qu'on a été
tenter de vendre du lait cru, bio, directement en pied d'immeuble, dans des immeubles, dans des quartiers très populaires. Mais je peux vous dire qu'on était venu avec 3 fontaines. 3 fontaines, donc avec 150 litres de lait, qui étaient vendus à 1 €. On ne se souciait pas des emballages, puisqu'on avait distribué des flyers dans tous les immeubles, dans toutes les bars. Pas beaucoup, hein, quelques centaines. Eh bien, l'agriculteur est venu une demi-heure. En une demi-heure, les 150 litres, ils sont partis. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des tanks qui étaient sur roulette, qui faisaient 400 litres de lait. Je me demande pourquoi tous ceux qui sont en peine à vendre leur litre 28 centimes ou 30 centimes, ils ne pourraient pas tester d'aller vendre du lait cru, du lait dans les... Vous aviez vu notamment toutes les familles maghrébines qui venaient avec 5-6 bouteilles pour faire du kéfir, vous auriez été très étonnés. Pourquoi il n'y aurait pas plus d'auto-organisation pour vendre du lait en direct, directement aux consommateurs?